Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour la reprise des webinaires offerts par le pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes de Vitam. Cette activité gratuite est offerte dans le cadre de la mission universitaire du SUS de la capitale nationale. Très brièvement, notre mandat, ça consiste à contribuer au transfert, à la mobilisation et à la valorisation des connaissances qui sont issues d'innovations exemplaires, de pointe ou encore de résultats de recherche en lien avec nos quatre désignations universitaires. On assure également le rayonnement de la mission universitaire et on exerce un leadership à l'échelle aussi bien locale, régionale, nationale qu'internationale. Donc pour ceux qui le demanderaient, sachez que le webinaire est enregistré et sera accessible en rediffusion à la suite de l'activité. On va vous envoyer le lien vers l'enregistrement et la présentation PowerPoint par courriel. Si vous souhaitez obtenir une attestation de présence, vous devrez remplir l'évaluation du webinaire via un formulaire en ligne que nous vous partagerons dans le clavardage à la fin de la présentation. Si vous avez des questions, je vous invite à utiliser le clavardage. Il y a également une période d'échange avec les conférenciers là, qui est prévue à la fin de la présentation, où vous pourrez interagir de vive voix avec eux là, si vous le souhaitez. Donc, sans plus tarder, je passe le micro à David Guillemette, doctorant en travail social à l'Université Laval et professionnel de recherche au pôle. Bonne écoute. Oui, merci beaucoup, Pauline, et merci à toutes celles et ceux qui se joignent à nous aujourd'hui pour ce premier d'une série de 6 webinaires pour l'année 2023-2024 dans le cadre de nos activités de transfert des connaissances là, du pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes. Donc, nos webinaires, c'est quoi? C'est des activités de transfert des connaissances qui visent à mettre en valeur les savoirs qui sont développés par nos membres chercheurs. Alors, si vous souhaitez en apprendre davantage sur notre organisation, sur nos chercheurs, sur nos activités de transfert des connaissances, pour en apprendre davantage sur les recherches qui sont faites en santé et bien-être des hommes, ou pour trouver des outils, je vous invite à consulter notre site Internet à l'adresse pôlesbeh.ca. Alors aujourd'hui, pour ce webinaire qui est organisé conjointement avec l'équipe Violence conjugale, qui est financée par le FRQSC et intégrée au Centre Rêve de l'Université Laval, et qui porte sur la responsabilisation des auteurs de violences conjugales, nous avons le plaisir d'accueillir 3 spécialistes de la question. Normand Brodeur, qui est professeur à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Valérie Roy, qui est également professeur à la même École de travail social et de criminologie. Et Claudia Champagne, qui est directrice de l'organisme Accord Mauricie, qui est un organisme qui vient en aide aux conjoints ayant des comportements violents et qui est situé là, dans la région de la Mauricie. Donc, d'abord, j'aimerais remercier nos conférencières et notre conférencier d'être avec nous aujourd'hui. Je vous remercie de donner du temps pour le bénéfice des personnes qui assistent au webinaire aujourd'hui ou qui vont le regarder en différé. Donc, sans plus tarder, moi, je vous cède la parole et je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour, merci David, merci au pôle et à Vitam pour nous accueillir ce midi. Donc, Normand, Claudia et moi sommes très heureux d'être présents avec vous ce midi pour vous présenter les résultats de notre recherche sur les pratiques de responsabilisation. Cette présentation a été faite également en collaboration avec Rebecca Angèle. Je vais commencer la présentation en vous parlant du cadre de cette recherche-là. C'est une recherche qui a été financée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et par le fonds MITAX. C'est une recherche qui a été de relativement courte durée, 18 mois, avril 21 à décembre 22, et c'est une recherche-action. Donc, toute la recherche a été pensée dès le départ avec l'association À cœur d'homme. À cœur d'homme, c'est le réseau des organismes québécois qui offre des programmes pour les auteurs de violences conjugales au Québec, qui regroupe 31 organismes. Claudia aura probablement l'occasion d'y revenir dans la présentation.
Donc, toute la recherche, comme je disais, a été pensée dès le départ avec À cœur d'homme, dès la demande de subvention et comme vous voyez avec la présence de Claudia ce midi, jusque dans la diffusion des résultats. Claudia était membre du comité de suivi ainsi que Josée Desjardins, la directrice de l'organisme Donne-toi une chance à Gatineau, ainsi que Caroline Hamelin, qui était à l'époque responsable de la recherche et de la formation à cœur d'homme. Notre équipe a bénéficié du soutien très précieux de Rebecca Angèle et Mathis Tudeau, professionnels de recherche, et de Hélène Lapointe, étudiante à la maîtrise en travail social. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est vous expliquer pourquoi on a fait cette recherche et vous voyez pourquoi ce guide, parce que la recherche a mené à un guide de pratique sur la responsabilisation. Donc, on va vous présenter finalement le contenu de ce guide-là et à la fin de la présentation, on va vous donner un lien à partir duquel vous pourrez avoir accès gratuitement au guide. Donc, on va vous parler de la définition de la responsabilisation, des stratégies et des défis. On n'aura probablement pas le temps là, de parler des indicateurs et on va avoir une période de questions. D'abord, qu'est-ce qui nous a mené à faire cette étude-là et à vouloir produire un guide de pratique? Vous n'êtes pas sans savoir que la responsabilisation est un élément central dans les politiques sociales et dans les programmes pour auteurs de violences conjugales, et ce, autant au Québec qu'ailleurs dans le monde. Au Québec, la responsabilisation est inscrite est-ce que ça va, Normand? Excuse-moi, je pense qu'il n'y a pas de PowerPoint. Pas de PowerPoint. Peut-être relancer ton partage. Est-ce que ça va? Oui, parfait. Merci, Normand. Donc, désolé pour ce petit hiatus. Donc, bref, au Québec, la responsabilisation fait partie de la politique interministérielle de 1995. La responsabilisation, c'est un principe qui est à la fois féministe, donc on cherche à déculpabiliser les victimes de la violence subie et plutôt à en faire porter la responsabilité à l'auteur de violence. On peut dire aussi que c'est un principe qui est d'inspiration humaniste, donc on ne peut changer comme personne que si on accepte la responsabilisation, la responsabilité de nos actes. Donc, même si tous les courants théoriques ne partagent pas les mêmes visions sur comment favoriser la responsabilisation, c'est un objectif qui fait néanmoins consensus dans les écrits en violence conjugale. C'est un peu étonnant de constater cependant le très peu de documentation et particulièrement de recherches qui se sont intéressées à la responsabilisation. Au Québec, on n'a rien recensé si ce n'est qu'un article de 1988, donc qui tient évidemment pas compte de l'évolution des pratiques, des réflexions et des connaissances en matière d'intervention auprès des auteurs de violences conjugales. Pour notre part, c'est un enjeu qui a fait surface dans une recherche que Normand et moi avons réalisée avec À cœur d'homme en 2015-2019, où les intervenantes d'À cœur d'homme nous ont fait part que la responsabilisation comportait plusieurs défis. Donc là, quand on cherchait dans les écrits scientifiques, donc on ne trouvait pas beaucoup de matière, si on veut, à répondre à ces défis-là. Par ailleurs, pour diverses raisons, au Québec et ailleurs, il y a certains acteurs, organismes, chercheurs qui en sont venus à penser que la responsabilisation n'était pas nécessairement au cœur des pratiques des organismes d'À cœur d'homme et plus largement, là, comme je vous le disais, ailleurs, des programmes pour les auteurs de violences conjugales. C'est une critique qu'on retrouve entre autres dans le rapport Rebâtir la confiance que vous connaissez sûrement. Donc, À cœur d'homme a senti
ressenti le besoin de réaffirmer le caractère central de la responsabilisation dans le travail qu'ils font et aussi de pouvoir mieux le communiquer, l'expliquer aux différents partenaires. C'était aussi, ça répondait aussi à un besoin de formation. Donc, on est tous au fait des enjeux de main-d'œuvre. Donc, dans ce contexte-là, ça devenait intéressant de développer un outil pour mieux former les nouvelles personnes. Et bien, écoutez, À Cœur d'Homme compte maintenant près de 40 ans d'expertise dans l'intervention auprès des auteurs de violences conjugales. Donc, ça permettait, si on veut, c'était une occasion un peu de faire une synthèse de l'expertise qu'ils ont développée. Considérant cette expertise-là, le cadre théorique des savoirs d'expérience s'est un peu imposé à notre équipe comme choix logique. Les savoirs d'expérience, ce que ça nous dit, c'est que les intervenants, au fil de leur pratique, développent des connaissances. C'est-à-dire que les intervenants ne sont pas uniquement des consommateurs, si on veut, de connaissances, ils sont aussi des producteurs de connaissances. Donc, comment ils produisent des connaissances en réalisant des tâches, en réfléchissant sur ces tâches-là, en discutant avec des collègues. Il y a d'ailleurs une longue tradition de recherche qui vise à mettre en valeur les savoirs développés dans la pratique, et ça dans plusieurs domaines. Dans le domaine de l'intervention sociale, probablement plusieurs d'entre vous connaissez les travaux de David Shawn sur le praticien réflexif. Faut mentionner que les savoirs d'expérience sont pas opposés aux savoirs formels, ils sont plutôt complémentaires. Vous allez le voir d'ailleurs dans les résultats de la recherche, on voit une certaine cohabitation de ces résultats-là. Les objectifs du projet de recherche, donc, on en a établi 3. Un premier, cerner les dimensions principales de la responsabilisation. Ça veut dire quoi finalement quand on parle de responsabilisation? Qu'est-ce que ça veut dire se responsabiliser quand on est un auteur de violence? Et qu'est-ce que ça veut dire responsabiliser un auteur de violence quand on est dans notre rôle d'intervenant? La recherche visait aussi à rendre compte d'interventions permettant de travailler la responsabilisation dans l'intervention clinique. Donc ici, ce qu'on voulait faire, c'est aller dans le concret, dans le comment faire. On voulait mettre en mots des pratiques. On avait donc un effort de systématisation, mais l'objectif n'était pas de faire une recension exhaustive de toutes les pratiques, ni d'en inventer, ni d'en ajouter. On voulait répertorier, si on veut, les principales pratiques, celles qui font le plus consensus. Et dernier objectif, on voulait examiner quelques défis liés au travail de responsabilisation. Comme je vous le disais, c'est quelque chose qui a émergé dans notre recherche antérieure et dans les quelques travaux qu'on a recensés sur la question, on observait certains défis, par exemple avec des hommes présentant certaines caractéristiques dont vous allez voir, c'est un résultat sur lequel on va revenir dans la présentation. Donc, je passe la parole à mon collègue Normand qui va nous expliquer la méthodologie de recherche. Merci Valérie. Alors, écoutez, donc comme le but, c'était de faire ressortir les savoirs d'expérience des intervenants, des intervenantes dans les différents organismes d'À Cœur d'Homme, on a mis en place une méthode de collecte de données là, qui misait sur plusieurs approches, en fait sur 3 types de collecte de données différentes.
La première, on a fait 4 groupes de discussion avec une trentaine de personnes, d'intervenants, d'intervenantes des différents organismes pour explorer un petit peu là, la signification du terme responsabilisation et commencer à discuter un petit peu là, des pratiques qui sont les plus courantes pour responsabiliser les auteurs de violences conjugales. Une deuxième stratégie qu'on a utilisée, c'est de faire des entrevues auprès d'une dizaine d'intervenants et d'intervenantes, cette fois-ci pour partir d'incidents critiques, donc de situations concrètes vécues par des intervenants et des intervenantes. On allait chercher à la fois des situations, des incidents qui, de la vie des personnes qui participaient, avaient posé des défis, avaient été particulièrement difficiles en termes de responsabilisation. Et de l'autre côté, des histoires de succès, donc des histoires ou des cas où les gens disaient, ben là, j'ai vraiment réussi, là, ça a bien marché, ça a bien fonctionné, j'ai réussi à bien travailler pour que l'homme développe une plus grande responsabilisation. Dernière stratégie de collecte de données, on a fait de l'observation de pratiques dans 3 organismes, donc dans différentes régions du Québec. Là, on a une étudiante qui a travaillé, là, qui a fait un stage avec nous pour aller passer du temps dans les organismes, aller observer des entrevues individuelles, des rencontres de groupe, discuter avec les intervenants, les intervenantes, autour de leur pratique de responsabilisation. Alors, vous avez ici un petit peu le profil de nos participantes et participants. En tout, une cinquantaine de personnes ont participé à l'étude. Il y a quelques personnes là, qui ont participé à 2 des 3 activités. Alors, c'est pour ça que les totaux là, donnent un petit peu plus que 50 ici, mais au total, des personnes différentes, une cinquantaine ont participé. Et en tout cas, pour le volet des groupes de discussion, des entrevues individuelles, vous voyez qu'on avait quand même des gens là, qui, en moyenne, avaient un bon niveau d'expérience avec plus d'une dizaine d'années d'expérience d'intervention auprès d'auteurs de comportements violents. Alors, ensuite, on a fait l'analyse de ces données-là. Donc, on a commencé avec les groupes de discussion. On a fait une analyse thématique pour faire ressortir les différentes dimensions de la responsabilisation selon nos participants, nos participantes, et aussi faire ressortir là, les stratégies ou les interventions qu'ils utilisaient, qui relataient à travers ces groupes de discussion-là. Pour les incidents critiques dans les entrevues individuelles, on a analysé chacun des incidents qui ont été rapportés, on en a fait ressortir le contexte, on a dégagé les défis qui ressortaient à travers ces exemples-là. Et on a repéré aussi là, quelles étaient les interventions comme telles, là, qui souvent venaient en complément ou venaient préciser des éléments qui avaient pu être abordés déjà dans les groupes de discussion. Et pour les observations, on en a fait une synthèse, encore là, pour compléter les stratégies d'intervention et illustrer ces stratégies-là. Donc, c'est ce qu'on appelle en recherche la triangulation de données. Donc, on a 3 sources de données et on les a mis en relation les unes avec les autres dans une perspective là, de complémentarité des éléments à la fois de la définition des dimensions de la responsabilisation et des stratégies d'intervention. On a donc, cette analyse-là nous a mené à concevoir un guide de pratique. Donc, c'est pas un rapport de recherche, c'est vraiment là, un guide de pratique construit à partir de nos résultats de recherche. On vous présente donc aujourd'hui le contenu du guide, qui sont nos résultats. Mais avant, on vous présente quelques consignes d'utilisation, ou en tout cas, bref, quelques éléments à avoir en tête quand vous allez lire le guide et quand vous allez nous entendre.
Les stratégies d'intervention de responsabilisation qu'on va vous présenter ont été organisées selon une certaine séquence logique qui se dégageait de l'analyse des données. Donc, ça peut donner une certaine impression ou apparence de linéarité, d'une démarche qui est linéaire, qu'on pourrait suivre finalement du début avec une personne peu responsabilisée pour l'amener à un point X où elle va être responsabilisée de façon plus complète. Or, on sait que la réalité est beaucoup plus complexe. Certains auteurs de violences conjugales, quand ils vont commencer une démarche de responsabilisation, vont déjà avoir entamé des réflexions, soit par eux-mêmes, soit dans d'autres services, mais tout le monde ne part pas du même point. Certains aussi, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs hommes qui vont abandonner les services. Donc, certains vont faire des bouts, si on veut, par séquence. Donc, le processus de responsabilisation peut être assuré, si vous me permettez ce verbe. Donc, il faut s'adapter finalement où chacun est dans la démarche. Pour ceux qui sont familiers avec le modèle transthéorique de changement, on parle d'apparier les interventions au stade de changement. Donc, le processus qu'on vous présente, il va être beaucoup plus en spirale. Donc, on peut effleurer certaines dimensions, on peut intégrer certains aspects, mais avoir besoin d'y revenir pour approfondir. Donc, la démarche qu'on vous présente est à appliquer avec souplesse et adaptation en fonction, évidemment, de son propre style. Premier résultat qui se dégage, c'est la définition de la responsabilisation individuelle. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle qu'un auteur doit se responsabiliser? Il y a un auteur australien, Villet, qui nous dit que la responsabilisation individuelle est un processus par lequel les auteurs de violence vont accepter la responsabilité de leurs actes et vont s'engager dans une voie de non-violence. Les données qu'on a recueillies auprès des intervenants et intervenantes du réseau À Cœur d'Homme rejoignent cette définition-là générale. Donc, un premier mot-clé pour reprendre les mots de Mona dans le groupe de discussion, c'est que c'est graduel. C'est un processus aussi qui va être difficile, qui n'est pas linéaire, comme je l'ai mentionné tantôt, donc il peut y avoir des reculs. Et c'est pas il n'y a pas de garantie de résultat et tout le monde n'y arrive pas au même degré ni dans les mêmes temps. Donc, à travers le processus de responsabilisation, un individu doit faire 5 choses finalement. Il doit reconnaître la violence qu'il a exercée. Il doit prendre conscience des conséquences de sa propre violence. Il doit choisir la non-violence. Ensuite, s'engager dans le développement et le maintien de relations saines et égalitaires et finalement, développer et renforcer son autonomie individuelle. Donc déjà, vous voyez juste avec la façon dont c'est désigné le caractère, le processus. Donc, cette définition-là a été centrale dans notre démarche puisque le travail de responsabilisation que Claudia va vous décrire dans quelques secondes va justement consister à accompagner les auteurs de violences dans cette démarche-là. Merci Valérie. Donc, pour poursuivre la présentation du guide, à partir des données qu'on a recueillies avec les groupes de discussion, les entrevues et les observations, il y a 6 stratégies, comme vous pouvez voir à l'écran, qui sont ressorties. Je vais vous les présenter. Ce qui est important de regarder, c'est de voir les verbes qu'on a choisis, c'est volontaire, c'est des verbes d'action qui traduisent un peu le sens qu'on va donner à chacune des stratégies. Donc, la première, je vais commencer par la suite, on va vous parler des interventions qui
je m'excuse, j'ai été déconcentrée par la question. Donc, par la suite, avec les stratégies, je m'excuse, on va vous parler des interventions spécifiques qui sont ressorties. Le guide en contient 30 stratégies qui sont reliées à chacune des stratégies. Donc, la première, on est dans introduire et soutenir le processus de responsabilisation. La deuxième stratégie, favoriser la compréhension et la reconnaissance de la violence. Conscientiser aux conséquences de la violence, cultiver et engager au choix de non-violence, promouvoir des relations saines et égalitaires, et finalement, la dernière stratégie qui va être de développer et renforcer l'autonomie. Donc, comme je vous disais, pour chacune de ces stratégies-là, il y a des interventions qui sont jumelées. Je vais vous présenter les 3 premières, puis par la suite, Normand prendra le relais pour les 3 dernières. Donc, la première stratégie, elle est transversale. On en parle depuis tantôt, un processus qui est en spirale, mais qui est également la responsabilisation, c'est transversal tout au long d'un cheminement d'un auteur de violence. Donc, ça cible le processus de responsabilisation lui-même qu'il faut introduire dès le début et soutenir tout au long de la démarche. Introduire et soutenir, ce qu'on veut dire par là, c'est parce que c'est pas évident pour les auteurs qui commencent une démarche. On l'a nommé dans la définition, c'est complexe, c'est un processus qui s'étale dans le temps, c'est graduel, c'est pas automatique. Donc, c'est vraiment en continu. Évaluer la situation, ce qu'on veut dire par là, on va commencer dans le processus d'évaluer une situation, il y a toujours évaluer la sécurité des victimes et de l'auteur lui-même. Ici, ce que ça se passe, c'est une surveillance qui est constante du niveau de dangerosité puis de sécurité des victimes. Cet aspect-là peut présenter un défi que je vais vous parler un petit peu plus tard dans la présentation. Ce que ça fait quand on parle d'évaluer la dangerosité, c'est que ça peut mener à des interventions prioritaires qui ne vont pas nécessairement viser la responsabilisation. C'est pour ça que quand je parle d'un défi, j'ai élaboré un petit peu tantôt. Quand on parle d'évaluation de la situation dans les interventions préconisées, on parle aussi d'évaluer le degré de responsabilité que l'auteur va s'attribuer face à sa violence. On va regarder ça à travers le langage, comment il parle de ses comportements, comment il va parler de la conjointe. Déjà là, on peut avoir des indications de sa responsabilité. On peut utiliser aussi le moyen de poser la question directement. C'est quoi sa responsabilité par rapport à ses comportements? Est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu reconnais que tu as un problème de violence? Fait que selon la réponse, ça peut donner des indications sur comment il perçoit la problématique. L'évaluation de la responsabilité peut se faire aussi à partir d'outils qu'on va demander de remplir à la personne. Donc, ne serait-ce que est-ce que la personne le fait, l'a pas fait, comment elle remplit ces questionnaires-là. C'est tout identifié comme des façons d'évaluer un petit peu la responsabilité en début de cheminement. L'évaluation de la situation peut aussi comporter d'évaluer la motivation au changement. Dès qu'on a un petit levier, on va partir avec ça, puis on va le renforcer tout au long du cheminement de la personne. Deuxième intervention qui est reliée à cette stratégie-là, c'est d'établir un cadre avec cette clientèle-là. Ce qui est ressorti dans les discussions, c'est vraiment quelque chose qui est important. Tantôt, Valérie, dans la définition, parlait de 5 grands éléments. Pour plusieurs organismes membres d'Accordum, ça coïncide beaucoup avec des critères d'acceptation dans les services. Donc, c'est quelque chose qu'on va évaluer, qu'on va pouvoir voir si la personne correspond aux critères pour pouvoir recevoir des services. L'établissement du cadre, ça peut être aussi d'établir les règles de fonctionnement de l'organisme, les règles de participation au programme, que la violence n'est pas acceptée, l'assiduité, la ponctualité. C'est une façon de travailler la responsabilisation avec ces hommes-là. On va également parler le rôle de l'organisation dans l'engagement qu'on a avec les participants, de la confidentialité, de faire preuve de transparence tout au long de leur cheminement. Troisième intervention qui est reliée à la stratégie, ça va être de développer une relation de confiance avec l'auteur de violence. C'est des hommes qui vont arriver avec souvent une peur d'être jugés, de la honte. Donc, si on veut pouvoir faire ce travail-là de responsabilisation, c'est hyper important d'arriver avec une attitude de non-jugement puis d'accueil.
Il va avoir tout l'aspect aussi de respecter le rythme de la personne pour ne pas la brusquer et justement pour ne pas vouloir aller au rythme de l'intervenant, donc de ne pas sauter d'étape, puis vraiment d'accompagner la personne. Fournir un environnement qui est neutre, qui est non stigmatisant, ça va être également des éléments qui ressortent comme des éléments facilitants pour travailler la responsabilisation. Ensuite, quatrième intervention, on est dans prévenir la récidive. Donc, il y a toujours un travail aussi d'informer les auteurs que la démarche, c'est pas miraculeux, hein, ils ont une implication à faire et il y a des risques de rechute pendant le cheminement, mais aussi à la fin de la démarche, parce que c'est des comportements souvent qu'ils ont depuis bon nombre d'années. Donc, c'est pas en 20 rencontres que ça va changer automatiquement. Fait qu'ils ont un travail continu à faire et il y a un risque de récidive. La dernière intervention, ça va être la collaboration avec d'autres organismes pour assurer la coordination des interventions et aussi pour éviter les messages contradictoires ou du dédoublement de travail. Donc, voilà pour la première stratégie. La deuxième, on est dans favoriser la compréhension et la reconnaissance de la violence. Ici, on a 6 interventions qui ont été ressorties là, dans le guide. La reconnaissance et la compréhension, c'est un peu décrit comme la base de la responsabilisation. On ne peut pas se responsabiliser d'un problème qu'on ne reconnaît pas. Ça fait du sens. Fait que la reconnaissance, c'est à la fois de reconnaître l'existence de la violence dans sa vie, puis de son caractère immoral inacceptable. Donc, sur le plan de l'intervention, ça implique d'abord un positionnement qui est clair des intervenants que la violence est inacceptable. Ça va se traduire à l'intérieur de toutes les interventions. Ça va être ramené constamment que la violence n'est pas acceptée, peu importe le contexte, peu importe la situation. Ensuite, il y a toujours un volet très éducatif là, qui ressort dans plusieurs des stratégies, donc de définir c'est quoi la violence. Au-delà de la violence physique, on a un travail avec ces hommes-là de leur montrer toutes les formes de violence, même celles qui paraissent pour eux parfois plus banales, plus subtiles. Donc, de leur faire comprendre qu'il n'y a pas de petite violence. Donc, on va parler des formes, oui. On va également parler avec eux du cycle de la violence. On va leur parler des comportements de violence aussi qui peuvent être punissables par la loi. On va parler de la loi avec eux. Donc, c'est le volet plus éducatif de l'intervention. Par la suite, il va y avoir tout l'aspect de questionner sur la violence qui est exercée. Questionner, ça va se faire de différentes façons, ce qui est ressorti là, dans les données. Ça peut se faire à l'intérieur de questionnaires structurés, de listes à cocher pour bien voir quels sont les comportements de violence que l'homme va avoir. Mais ça va être également dans l'analyse des situations que l'homme va rapporter, de questionner, de l'amener à identifier par lui-même ses comportements de violence dans une situation donnée. Quatrième intervention qui ressort aussi beaucoup, confronter avec bienveillance ou confronter de façon supportante. Évidemment, les hommes qui sont rencontrés dans nos organisations arrivent avec un paquet de mécanismes de défense, beaucoup de justification, beaucoup de minimisation par rapport à leur comportement. Donc, une des stratégies qui ressortait justement des intervenants qui ont été interrogés et les observations, c'est de confronter dans des moments opportuns et aussi d'expliquer pourquoi on utilise la confrontation. C'est pas confronter pour confronter, c'est vraiment pour amener vers un niveau supérieur de compréhension des comportements puis de faire ressortir les contradictions dans le discours. Donc, ça, c'est souvent une technique qui va vraiment aider les gars à se mettre en action puis à se responsabiliser. Le cinquième, l'identification des signes précurseurs. Donc là encore, on va être dans une intervention un peu plus éducative, donc de voir quels sont les signaux d'alarme qui sont précurseurs à la violence. Les signaux physiques, serrer les poings, avoir chaud, tout ce qui est un signal aussi psychologique, les fameuses cassettes, les scénarios, que l'homme doit apprendre à se voir aller pour être en mesure de faire son choix de non-violence.
Finalement, il va y avoir toute l'analyse des situations et des émotions sous-jacentes. Donc, dans les interventions qui ressortaient, ben, le fameux iceberg qui est utilisé en intervention, d'aller voir, aider l'homme à voir qu'il y a des émotions qui se cachent en dessous de la colère, qui est souvent facilement identifiable par les hommes, de les amener à voir est-ce qu'en dessous, il y a de la honte, de la tristesse, de l'incompréhension, un sentiment d'injustice, etc. Donc, ça va permettre une compréhension beaucoup plus en profondeur du vécu de l'individu lui-même. La troisième stratégie dont je vais vous parler, c'est de conscientiser par rapport aux conséquences de la violence. Donc, c'est d'amener la personne à réfléchir aux effets de ses actions, puis à reconnaître que les comportements violents ont des impacts, oui, sur la personne qui exerce les comportements violents, mais d'abord et avant tout, des impacts sur la personne qui est victime et sur les enfants exposés, donc, et l'entourage également. Par rapport à cette stratégie-là, comme vous le voyez dans le graphique, c'est 6 interventions qui sont ressorties. Je le répète, il y a dans chacune des stratégies toujours un volet éducatif. Donc, si on est dans fournir de l'information. Les hommes ne voient pas toujours quelles sont les conséquences. Quand on pose la question directement, c'est parfois un peu flou. Donc, ce qui ressortait dans les données, ben, c'est de nommer quels sont les types de conséquences physiques, mentales, financières, sociales, professionnelles, judiciaires, pour que la personne soit en mesure de voir autant sur elle que sur les personnes victimes. Par la suite, il va y avoir l'aspect de questionner sur les conséquences. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Donc, on va pouvoir poser des questions moi, je trouve que ça se rejoint avec développer l'empathie, celle-là, mais bon, on les a quand même mis distinctes. Mais on va pouvoir questionner l'homme sur comment tu penses que ta conjointe s'est sentie dans telle situation donnée. Comment ton enfant a pu se sentir? Est-ce que tu as remarqué telle réaction? Fait que de questionner directement l'homme, c'est quelque chose qui ressort comme une intervention qui est gagnante. La troisième intervention, ben, parfois questionner ne va pas suffire à ce que l'auteur de violence reconnaisse les conséquences de ses comportements. Donc, la confrontation, comme je viens de vous décrire précédemment, va avoir tout son sens. Par la suite, développer l'empathie, analyser les situations où l'auteur a exercé de la violence, toujours dans le but de faire ressortir les conséquences de ses comportements. Fait que l'amener à se mettre à la place de l'autre personne. Encore, c'est ça, comme je disais tantôt, de voir comment elle a pu se sentir. Et finalement, soutenir l'appropriation des conséquences. Donc, à la fois d'accueillir les émotions négatives, qui sont le signe que l'auteur prend la responsabilité des conséquences identifiées, mais aussi comment comme on a une petite bulle là, qui apparaît, de voir comment on peut s'approprier justement le processus de réparation. Quand c'est possible et que ça ne fait pas de tort aux personnes qui ont été lésées par le passé, il y a moyen de réparer les choses autant à l'intérieur de soi qu'en relation avec les autres. Donc, Milna qui nommait ça dans un des groupes de discussion. Et je vais passer la parole à Normand. Merci, Claudia. Donc, la stratégie qui suit, on l'a appelée cultiver et engager au choix de non-violence. Donc, c'est d'amener les auteurs de violence à réaliser que l'exercice de la violence, c'est une décision, c'est un choix qu'ils prennent. Donc, il faut amener cette idée-là de façon graduelle. Certains, au début, peuvent être un peu en réaction. Ils ont beaucoup l'impression qu'ils n'ont pas le choix. Mais donc, ils n'ont pas le choix d'utiliser la violence. Alors, il faut déconstruire progressivement cette idée-là pour qu'ils arrivent à comprendre qu'au contraire, exercer de la violence, c'est une décision qu'on prend, c'est un choix qu'on fait. Alors, parmi les stratégies ou les interventions pour cette stratégie-là, ben, il va y avoir l'affirmation que la violence est un choix. Donc, les intervenants, les intervenantes répètent constamment que c'est un choix. Ils vont ramener, à partir des situations,
l'idée que ben là tu avais un moment, là, c'était un choix que tu as fait dans cette situation-là. Et peu importe la justification que l'homme peut apporter, le ramener au fait qu'il a fait un choix, il a pris une décision d'exercer de la violence dans cette situation-là. Une autre intervention, c'est d'examiner les intentions, donc d'aller chercher un petit peu le pourquoi de la violence. Et là aussi, il va faire émerger un petit peu les contradictions peut-être dans leur discours ou examiner parfois les bonnes intentions. Il peut avoir une bonne intention, mais où le moyen choisi ne correspond pas du tout à l'intention. Et donc, leur faire prendre conscience de cet écart-là entre leurs intentions et les moyens qu'ils prennent et les effets qu'ont les comportements violents qu'ils prennent, qui sont souvent, qui vont à l'encontre de ce qu'ils voulaient à l'origine. Donc, comme je mentionnais tantôt, mettre en évidence le pouvoir de choisir, donc particulièrement à partir de situations très concrètes, de dire, ben là, voilà, dans cette situation-là, voilà comment tu as réagi, mais est-ce que tu aurais pu réagir autrement? Est-ce que tu aurais pu faire d'autres choix aussi? Et montrer qu'il y avait des opportunités à travers le déroulement des situations, des occasions où il aurait pu infléchir le cours de la situation et faire en sorte que la situation se déroule autrement sans aller jusqu'à l'utilisation de la violence et du contrôle. Choisir la non-violence, ben ça implique qu'on a aussi des alternatives à la violence. Donc, il y a tout un volet là, qui est en lien avec le développement des habiletés sociales, des habiletés de négociation qui va avec ça aussi. Donc, pour développer un répertoire de comportements alternatifs. Ça peut aller, par exemple, jusqu'à suggérer un certain nombre de comportements alternatifs. Entre autres, une des choses qui s'enseigne beaucoup, c'est la technique du temps d'arrêt ou du time-out, une forme de retrait avant que la situation dégénère et qui s'amène à la violence. Mais il y a une série, évidemment, une vaste gamme là, de comportements alternatifs aussi qui peuvent être développés. Dernier élément de cette stratégie-là, c'est faire du choix de la non-violence un mode de vie. Donc, plus les hommes vont avancer dans la démarche, plus on cultive l'idée que la non-violence, ce n'est pas juste dans une situation en particulier, mais que ça doit devenir pour eux un mode de vie qui s'applique dans toutes les circonstances de leur vie. Donc, on part des situations plus ponctuelles et on amène progressivement à une généralisation pour que les gars aient envie donc de développer ce mode de vie-là et qui perçoivent évidemment les avantages à mener un mode de vie sans violence. La stratégie suivante, c'est de promouvoir des relations saines et égalitaires, donc avec les conjointes, avec les enfants, éventuellement avec d'autres personnes aussi, parce qu'il y a des hommes souvent dont les comportements violents vont être généralisés. Donc, promouvoir des relations saines avec autrui, avec toutes les personnes avec lesquelles ils sont en interaction. Donc, il va y avoir encore là un aspect d'éducation dans cette stratégie-là aussi. Donc, éduquer sur les caractéristiques des relations saines et égalitaires. Alors, ça peut vouloir dire de parler, de discuter de notions comme le respect, l'égalité, travailler sur les notions de pouvoir, de contrôle, qu'on va pouvoir travailler, examiner avec eux pour qu'ils arrivent à comprendre de quoi on parle quand on parle de relations saines et égalitaires. Une autre stratégie va être dans le développement des habiletés de communication. Alors, ça part de l'expression au jeu, par exemple,
mais aussi beaucoup dans l'écoute des autres. Alors, certains nous disaient, par exemple, qu'ils utilisaient une analogie en parlant de l'éléphant qui a une petite bouche puis des grandes oreilles. Donc, on doit écouter beaucoup plus qu'on parle, être à l'écoute des autres pour dans des relations qui sont saines. Souvent, là, il va y avoir un lien entre les expériences des comportements violents et des expériences difficiles vécues dans le passé. Alors ici, l'idée n'est pas tellement d'entrer dans l'analyse en profondeur de ces expériences-là, qui relèverait peut-être plus là, de la psychothérapie. Mais en tout cas, on peut au moins travailler à identifier ces expériences-là, voir un petit peu comment elles sont liées à l'exercice de la violence chez les hommes. Éventuellement orienter les hommes aussi, s'il y a des enjeux majeurs à ce niveau-là, vers des services en psychothérapie. Finalement, dernière intervention, fournir des modèles de relations saines et égalitaires. Alors, ça se fait en particulier dans l'intervention de groupe, dans la co-animation mixte, où évidemment, il y a des enjeux là, d'illustrer des relations hommes-femmes qui sont saines et qui sont égalitaires. Mais ces modèles-là peuvent aussi être, même dans une co-animation non mixte, et les modèles aussi, c'est aussi là, dans la façon dont on se comporte avec l'auteur de la violence lui-même. Donc, de le traiter avec respect, le traiter de façon saine, être à son écoute, avoir la relation la plus égalitaire possible avec lui pour modeler les comportements qu'on veut l'amener à adopter. Dernière stratégie, développer et renforcer l'autonomie. Alors ici, on part un peu du principe, là, comme certains ont mentionné, que des fois, les gars sont un peu des spécialistes là, pour rendre les autres responsables de tout et s'assurer que les autres répondent à leurs besoins et soient à leur service. Alors, il y a un travail donc ici de développer leur autonomie, les amener à répondre à leurs besoins, particulièrement leurs besoins affectifs par eux-mêmes ou en tout cas en diversifiant leur stratégie et que ce ne soit pas seulement la réponse à ces besoins affectifs-là ne repose pas exclusivement sur la conjointe. Alors, il va y avoir tout un travail dans cette stratégie-là pour favoriser la connaissance de soi chez les hommes. Donc, les amener à connaître, à identifier leurs besoins, leurs valeurs, leurs forces, leurs limites. Ensuite, les outiller pour répondre à leurs propres besoins, hein, donc par eux-mêmes. Donc, être capable d'identifier des moyens alternatifs de comment ils peuvent répondre à ces besoins-là. Ça peut être, par exemple, par le développement de relations d'amitié. Hein, ça peut être en allant chercher de l'aide quand on a des difficultés. Donc, aller un peu au-delà de ce qui se limite à la sphère familiale pour répondre de façon plus autonome à ses besoins. Comme je lisais récemment aussi, c'est un peu un travail qui parfois amène à travailler un petit peu là, sur les notions de masculinité ou les stéréotypes masculins qui ont été intégrés. Toute cette idée-là, par exemple, qu'un homme, ça ne demande pas de l'aide. Ben non, il y a quelque chose à changer là-dessus. Tu as le droit d'aller chercher de l'aide pour répondre à tes besoins. Tu peux demander, tu peux dire que tu as des besoins pour arriver à y répondre. Un autre volet de travail ici dans cette stratégie-là, c'est d'aider à distinguer les situations de pouvoir et d'impuissance.
Donc, il y a des organismes là, qui nous ont parlé d'une grille qu'ils utilisent entre les situations où les gens ont du pouvoir, celles où ils n'ont pas de pouvoir, celles où ils se mobilisent et celles où ils ne se mobilisent pas. Alors, ça donne des situations où parfois les hommes se mobilisent beaucoup par rapport à des situations où, en fait, ils sont impuissants ou au contraire, ils sont passifs face à des situations où ils auraient du pouvoir. Alors, donc, d'amener les hommes à se mobiliser de façon appropriée face aux situations dans lesquelles ils ont du pouvoir et à lâcher prise dans les situations où ils n'ont pas de pouvoir. Et entre autres, de valoriser à travers ça l'autonomie de la partenaire, le fait qu'elle a ses décisions et que l'homme ne pourra pas être continuellement en contrôle de cette situation-là. Il y a des éléments où il doit lâcher prise. Finalement, ben, il y a beaucoup de situations, évidemment, en violence conjugale, qui sont des situations conflictuelles, qui sont des situations qui peuvent impliquer séparation, divorce, enjeux autour de la garde des enfants. Alors, on va aider les hommes et les encourager à faire valoir leurs droits, mais de manière responsable, en utilisant les outils que la loi leur permet, mais toujours de façon respectueuse de la loi et des droits des autres personnes aussi. Avec le micro, ça va toujours mieux. Donc, comme on l'a nommé tantôt, on vient de vous présenter les stratégies. Il y avait également, le guide voulait présenter des défis liés au travail de responsabilisation. Donc, il y a 5 grands défis là, qui sont ressortis dans des situations plus complexes où le travail de responsabilisation est plus difficile. Donc, notamment dans un cas où la personne a un lourd dossier criminel, avec les personnes issues de l'immigration, les personnes qui présentent un problème de santé mentale, de déficience ou un traumatisme crânien, les personnes qui rapportent être victimes de violences conjugales et la gestion de risques sérieux. On commence à manquer de temps pour avoir un peu de place pour les échanges. Je vais m'attarder aux deux derniers défis. Donc, comment ça impacte le travail de responsabilisation quand on est devant une personne qui rapporte être victime de violence? Ce qui ressort, bien évidemment, ça va être vraiment de nuancer et d'arriver à bien évaluer est-ce que je suis face à un homme qui est effectivement victime de violence et qu'on devra référer vers les services et accompagner pour assurer sa sécurité, ou je suis face à un homme qui parle davantage des comportements qu'il subit dans une optique de déresponsabilisation, dans une optique de minimiser, de mettre la faute sur l'autre. Donc ici, ça va être vraiment un défi que les intervenants rencontrent. Souvent, on a accès qu'à la donnée, les informations que l'homme nous transmet. Donc, c'est quelque chose qui ressortait comme difficile des fois pour bien faire le travail de responsabilisation. L'autre, c'est ce qui concerne la gestion des risques sérieux. Donc, on parle risque d'homicide, risque suicide. On a parlé, les organisations, des critères pour intégrer, pour accepter les hommes dans les services. Donc, c'est sûr que quand les intervenants font face à un homme qui a un risque d'homicide, bien, il va avoir une adaptation au niveau des critères qui vont se faire pour intégrer l'homme dans les services, puis une priorisation de services pour ces hommes-là. Puis on est face à un des défis qui était rencontré aussi, bien, c'est que si je suis face à quelqu'un qui a un haut risque, mais qui n'a vraiment aucune motivation, aucune responsabilisation, bien, ça va être ce qui a été identifié comme intervention, c'est tout le travail de partenariat puis de concertation, la gestion systémique de cette situation-là pour prévenir les risques puis protéger les victimes. Fait que je vais aller rapidement, mais on commence à manquer de temps.
Je vais poursuivre sur le même rythme rapide. En conclusion, comme toute bonne chose, le guide de la recherche, mais le guide de pratique auquel vous allez avoir accès comporte des limites. Comme je l'ai mentionné, ce n'était pas une recension exhaustive de toutes les pratiques qui se font. Ça a été réalisé dans un temps donné, dans un contexte donné. Vous avez aussi entendu dans notre langage, le guide est davantage axé sur la violence conjugale et beaucoup moins sur la violence familiale. Et dernière chose, le guide est axé sur la responsabilisation individuelle des auteurs de violences, mais travailler la responsabilisation, ça implique un ensemble de mesures sociales, pénales, judiciaires. Ça implique le travail coordonné de plusieurs organismes qui vont travailler de près ou de loin avec les victimes, avec les enfants exposés, avec les auteurs de violences. Et donc, ça ne repose pas uniquement sur les organismes qui viennent en aide aux auteurs de violences. Nous, on a mis évidemment l'accent là-dessus. Je ne sais pas, Claudia, si tu veux dire 2 mots sur les retombées? Vraiment 2 mots. En fait, on l'a nommé, là, le guide, il a été d'une grande utilité pour toutes les directions, membres d'Accordum, dans tout l'accueil des nouveaux employés. Ça a été utile pour les formations offertes au sein d'Accordum, pour travailler avec une formation avec le ministère de la Sécurité publique aussi. Fait que c'est vraiment plusieurs retombées très, très positives pour la pratique, pour les intervenants et les directions. Fait qu'on espère qu'il y aura des retombées aussi pour les partenaires. Alors, voici le fameux guide et vous avez là, le lien pour le télécharger. Donc, merci beaucoup pour votre attention et on vous souhaite une belle lecture. Écoutez, merci beaucoup à vous 3. Merci pour cette super présentation. J'ai trouvé ça très intéressant et je suis certain que je ne suis pas le seul à avoir trouvé votre présentation très intéressante et vous nous avez donné des outils aussi très concrets là, pour favoriser la responsabilisation des hommes auteurs de violences conjugales. Fait que merci vraiment pour votre présentation. On a un déluge présentement là, de remerciements qui rentrent dans la conversation. Écoutez, on a un temps limité pour les questions. Alors, on peut en prendre 3-4 questions. On en a déjà là, qui ont été écrites dans le chat. Alors, si vous me permettez, je vais vous en lire une. Donc, selon votre expérience, à quel point les stratégies fonctionnent avec des hommes qui ont des troubles de la personnalité sévères? Alors, je sais que vous aviez mis ça là, en conclusion dans les limites, ou juste avant la conclusion dans les limites. Donc, selon vous, est-ce que ces stratégies-là fonctionnent auprès de ces hommes-là? On parle plus de troubles psychopathologiques où il y a un manque d'empathie et d'introspection là, par définition. Et en complément à ça, il y avait aussi une autre personne qui voulait savoir est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ce serait un peu les mêmes enjeux auprès des personnes qui ont un trouble ou des traits de personnalité limites? Je vais me lancer, puis Valérie, Normand, vous compléterez, là, mais en fait, je pense que ce que j'ai envie de dire, effectivement, c'est un défi qui est ressorti concrètement sur le terrain. J'aurais tendance à dire que certaines de ces stratégies-là vont bien fonctionner avec des gens qui ont un diagnostic et d'autres vont être vraiment à éviter. Par exemple, la confrontation, beaucoup plus difficile avec des personnes, par exemple, qui vont avoir des traits narcissiques. Donc, c'est ce que j'aurais envie de dire. Il y a des stratégies qui vont fonctionner, puis d'autres qui vont être à éviter. Je laisse le complément à mes, mes collaborateurs. Vas-y, Normand. Peut-être juste pour vous dire justement que ça faisait partie des défis qui ont été identifiés. Donc, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, déficience ou traumatisme crânien. L'étudiante qui a travaillé avec nous dans ce projet-là, Hélène Lapointe, est en train de faire son mémoire sur cette question-là. Donc, effectivement, ça pose les problèmes de santé mentale, les troubles de santé mentale posent souvent des défis à plusieurs niveaux. Là, on a parlé de situations, là, d'aspects éducatifs, on a parlé d'aspects d'établir des liens entre
entre le comportement et les conséquences. Mais c'est sûr que s'il y a des éléments un petit peu délirants ou de déformation, de distorsion cognitive importants, ça rend le travail beaucoup plus complexe. Il y a un travail que les auteurs de violence vont avoir plus de difficultés à faire. Alors, je pense qu'il y a des éléments des programmes ou de ce qui est mentionné là qui peuvent être utiles, mais possiblement que ce ne sera pas suffisant et qu'il faudra aussi soit une démarche plus lente, plus longue et plus étirée dans le temps pour revenir. On a dit au début qu'il y avait beaucoup de travail là, qui se faisait de façon cyclique, hein, en spirale, où on effleure des éléments puis on y revient plus tard. Alors, c'est possible qu'il y ait plus de cycles qui soient nécessaires ou qu'il y ait besoin aussi d'un travail en complément là, au niveau de la psychothérapie ou d'éléments comme ça. Bien, merci à vous deux pour votre réponse. En lien maintenant avec justement cette même page sur PowerPoint, un autre élément, je pense, qui mérite d'être clarifié quand on parle des défis liés au travail de responsabilisation auprès des personnes issues de l'immigration. Est-ce que vous pourriez juste en dire un peu plus sur c'est quoi ces défis-là? Ben, sur les personnes issues de l'immigration, d'abord, la première chose à dire, c'est qu'il ne faut pas généraliser. Là, il faut pas, c'est pas toutes les personnes. Il faut voir dans quel cas. Ce qu'on a remarqué, d'une part, il peut y avoir des enjeux au niveau de l'intervention en termes de langue qui vont rendre l'intervention plus difficile si la personne n'est pas capable de parler français. Souvent, exprimer des choses difficiles, intimes, va être plus difficile quand on n'est pas dans sa langue primaire. D'autre part, il y a des éléments parfois plus liés à la culture ou liés au fait que dans les pays d'où les gens viennent, il va y avoir des soutiens idéologiques ou communautaires là, à la violence, par exemple, autour du rôle de l'homme et au fait que l'homme doit rester le chef de la famille, qui doit être en contrôle. Hein, tous les éléments de la masculinité traditionnelle, parfois, sont renforcés là, chez les hommes qui sont issus de l'immigration. Mais encore là, je reviens à mon premier point, il faut faire beaucoup attention aux généralisations. Dans ce cas-là, il faut évaluer dans chacune des situations qu'est-ce qu'il y en est vraiment. J'ajouterais là-dessus que avec la sous-catégorie décrite par Normand, là, donc celle avec qui il va avoir plus de défis, les intervenants nous ont dit comme stratégie miser encore plus sur le lien de confiance, prendre plus le temps de développer le lien de confiance, s'intéresser à l'autre, s'intéresser à la culture de l'autre. Donc, prendre le temps d'établir un dialogue avant d'aller directement dans le travail. Donc là, ça va être une stratégie qui est jugée, en tout cas utile, par les intervenants dans ces situations-là. Bien, merci à vous deux pour toutes les nuances apportées à ce sujet-là, puis pour les clarifications, puis aussi les pistes de solutions là, que tu apportes, Valérie. Écoutez, il est rendu 13h, 13h01. Est-ce que vous auriez le temps de prendre une question à main levée? Peut-être une dernière question, si vous me permettez. Bien, merci beaucoup. Alors, je laisserai la parole à Marie-Claude, je n'ai pas le nom de famille, mais qui a levé sa main. Je vous invite, là, vous pouvez activer votre caméra pour poser votre question de vive voix. Écoutez, moi, j'entends pas la question, malheureusement. J'espère que ça fonctionne. Sinon, je passerai la parole dans ce cas-là à Stéphane, qui a également levé la main pour une question. Alors, je vous invite à activer votre microphone et votre caméra si c'est possible. Les micros et les caméras sont désactivés, David. Oui, j'essaie d'activer ça justement. Fait que c'est peut-être le problème qu'il y a.
Stéphane, j'ai activé son micro, fait que techniquement, il devrait pouvoir. En tout cas, je l'ai autorisé ou il faut juste que vous l'activiez de votre côté, Stéphane? Autorisé. Bon, ben, ça ne semble pas fonctionner. Écoute, je vais, pour pas qu'on perde de temps avec ça, vous m'excuserez, là, peut-être que c'est notre côté là, qu'on a un petit problème justement à prendre des questions à main levée. Peut-être une dernière question qu'il y avait là, dans le fil de conversation. Pourriez-vous nous donner un peu un aperçu là, du pourcentage d'hommes dans vos services qui sont judiciarisés et qui sont plus un peu obligés là, de consulter, et le pourcentage de personnes qui finissent ou qui terminent une démarche là, d'aide pour des comportements violents? Je laisserai peut-être la réponse, la parole à Claudia. C'était pas dans nos objectifs de recherche, mais je pense, Non. Claudia, ça va te permettre de répondre en fonction des pratiques. Oui, c'est ça. Ben, je peux, malheureusement, je reviens de congé de maternité, moi, fait que j'ai pas les chiffres associatifs pour cette année. J'ai les chiffres de mon organisation, mais ça peut donner un aperçu, là, fait que je m'en excuse. Normalement, je les connais. Mais c'est au niveau de la clientèle judiciarisée, ça varie là, entre du 45-50 %. On se rapproche des fois du 50-50. Mais vraiment avec une ordonnance de cours de venir consulter, on est autour de 45 %. Ce que j'aime nommer, par contre, c'est que dans le 55 %, évidemment, qu'il y a quand même une part de clients volontaires, non volontaires, donc avec un ultimatum à venir consulter de la conjointe, de l'employeur, fait qu'une motivation parfois souvent extérieure. Puis pour ce qui est des hommes qui complètent le cheminement, dans nos statistiques de la dernière année, malheureusement, ça n'a pas été des chiffres très, très élevés. On a été à du 40 % d'hommes qui complètent la démarche. Donc, il y a un gros taux d'abandon encore, évidemment, dans les services. Par contre, ce que je trouve intéressant et qu'on voit dans plusieurs organismes membres d'Acardum, c'est qu'il y a un nombre très, très, très élevé de réouverture de dossiers. Donc, des hommes qui abandonnent, mais ils reviennent dans la démarche et ils reprennent leur cheminement. Fait que ça, c'est un point qui est positif. Très intéressant. Ça illustre un peu le caractère cyclique, hein, les abandons. Puis j'en profiterai pour dire, sur le point là, de la question des clientèles judiciarisées ou volontaires, souvent quand on présente à l'étranger, à l'international, Normand et moi, bon, évidemment, et d'autres collègues et membres d'Acardum aussi, souvent c'est une caractéristique distinctive des programmes québécois, le haut taux de volontaires. Bon, Claudia parlait de 50-50, mais dans certains organismes, le nombre de volontaires va être plus élevé. Même si c'est des volontaires fortement incités par d'autres, je pense que c'est une caractéristique distinctive au Québec depuis les premiers programmes et c'est certainement un élément à maintenir. Ben, merci beaucoup pour vos réponses. Moi, je me souviens que j'avais lu il y a quelques années, là, je pense dans les statistiques annuelles d'Acardum, que c'était environ 30 % là, d'hommes qui étaient judiciarisés. Donc, très intéressant aussi de voir qu'il y a beaucoup d'hommes qui participent sans être forcés, là, même des fois s'il y a des motivations très fortes, par exemple là, du contexte familial notamment, ou de l'employeur, par exemple. Écoutez, ben moi, j'aimerais vous dire vraiment là, un grand merci, un gros merci pour votre présentation. C'était très intéressant. Et écoutez, peut-être si vous avez le temps, là, après, vous pourrez voir peut-être d'autres questions qui ont été posées dans le fil de conversation. Si jamais vous avez le temps de répondre, ça serait peut-être apprécié. Là, mais je pense qu'on a fait quand même le tour des questions qu'il y avait. Puis désolé pour les personnes là, qui ont levé la main. On va regarder ce qui s'est passé avec ça. Alors, juste en terminant, dire un petit mot qu'on a un prochain webinaire qui va se tenir le 18 octobre prochain de midi à 13h. On va encore aborder un sujet d'actualité. Les hommes en situation d'itinérance. Donc, le titre, c'est Les hommes en situation d'itinérance, leçons tirées d'un laboratoire vivant mené en région éloignée pendant la pandémie. Alors, écoutez, c'est le 18 octobre prochain et le conférencier sera Éric Pilote.
Alors, écoutez, un grand merci à tous et à toutes. Alors, je souhaite une belle fin d'après-midi, puis je remercie encore notre conférencier et les conférencières là, pour cette présentation. Merci à tout le monde. Au plaisir.